J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu prime! Wow, ça rase. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin le format que je tease depuis quelques vidéos, le nouveau style de format que j'espère qui va vous plaire en fait. Aujourd'hui en fait on va interviewer un détaileur que je connais bien, c'est Bruno, Bruno de Clean and Covering. Et du coup en fait cette interview elle va traiter de plein de sujets. Et on va recevoir également d'autres détailers, des détailers que vous connaissez peut-être, des détailers que vous connaissez pas. Déjà, de 1, c'est pour découvrir les détailers en France, des détailers qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Également pour vous faire découvrir les idées et ce que pensent ces personnes qui sont acteurs du detailing en France. Et également vous montrer que tout est possible, qu'il y a de tout horizon dans le detailing et du coup que c'est possible, que vous pouvez devenir détaileur si vous le voulez. Ça peut aussi faire office de divertissement sympathique pour détailers en herbe ou détailers confirmés, j'ai envie de dire. Et voilà. Je vais laisser place à l'interview avec Bruno. C'était super enrichissant. On a passé un super moment. Je le remercie encore. Et puis, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour toutes les formalités. Déjà que vous laissiez un like, que vous laissiez un commentaire. Et puis voilà, quoi, toutes ces petites choses-là. Allez, à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Bonne vidéo. Bon, salut Bruno, bienvenue à toi dans la première interview de ce format en fait qui est né dans ma tête. À la base, je devais faire le tour de la France. Je devais faire le tour de la France et les rencontrer, les détailers de vive voix. Mais il y a un peu de place, hein, au pire, si tu veux venir, tu vois. Mais bon, faut avouer que c'est un peu compliqué. Ça m'aurait fait grave plaisir, mais c'est un peu compliqué, tu vois, le déplacement et tout avec le boulot, mais même pour les détailers, même pour toi, pour les autres. Ouais. Bien sûr, ça aurait été tellement bien, mais du coup, voilà, je me suis dit, après avoir suivi une conférence d'un mec qui fait un peu le même style, mais dans un autre sujet, dans un autre corps de métier, et il m'a dit, vas-y, lance-toi en visio. Du coup, voilà, toi, t'as accepté, merci beaucoup. Je t'en prie. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, tu vas te présenter, mais juste toi. Je veux pas savoir ce que tu fais, depuis combien de temps et tout, juste te présenter toi, donc simplement. Et après, de toute façon, t'inquiète pas, je te demanderai ce que tu fais, depuis combien de temps et tout. Moi, c'est Bruno, j'ai 38 ans, papa de 3 garçons. Voilà. Or, ce que je fais, voilà qui je suis. Après, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre sans savoir ce que je fais? Alors, t'es dans quel coin, toi? Alors, je suis dans le nord-est, à côté de Metz, à côté de Verdun, voilà, plus exactement, mais pas très loin entre Metz et Nancy. Pas très loin du Luxembourg non plus. Ok. Et j'ai rendu Clean and Covering. Donc, t'as une chaîne YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube aussi, un peu moins active ces derniers temps, voilà, suite à différents événements, mais ouais, j'ai une chaîne YouTube aussi, voilà. Et t'as déjà quand même quelques abonnés. Ouais, il me semble, ça fait un petit bout de temps, j'avouerai que j'ai pas regardé de ça, je dois en être à 1500, quelque chose comme ça, je pense à peu près. Et tu fais le genre de vidéos qu'on aime bien, donc des vidéos techniques où on raconte pas des bêtises et puis où on cherche pas à toucher le plus grand nombre c'est ce que j'essayais, ouais, le but, comme je te disais, le nombre d'abonnés, je pourrais pas te dire exactement, je le sais pas, c'est pas le but de la chaîne, c'était plus voilà, de regrouper une communauté, on va dire, qui commençait à être comme moi je pouvais l'être. C'est-à-dire que comme tout le monde, quand tu es amateur, tu commences avec un peu tout ce que tu trouves, avec Mickaël, avec John, avec Pan, avec voilà. On vient tous à un moment donné par là, quand tu t'intéresses à ce milieu-là. Et après, tu as d'autres besoins. Quand tu commences à avoir un peu de technique, de vidéo, avec un peu plus de contenu, un peu plus de technique, un retour peut-être un peu plus professionnel, mais sans que voilà, ça soit chiant pour autant, quoi. Je veux dire, toi comme moi, on aime bien regarder des vidéos. Maintenant, ça fait une vidéo de 45 minutes, tu peux le faire avec plaisir, mais il faut que voilà, il y ait un contenu qui soit présent derrière et qui soit intéressant, quoi.
Même si Ouais, ça- du genre white détail par exemple. Exactement, voilà, exactement, ou même que le sujet voilà, sorte un peu d'autre chose. Et puis on a différents maintenant exemples dans d'autres domaines que le nôtre de formats pour réussir à un petit peu sortir des sentiers battus et proposer des formats aussi différents soient-ils que variés. Donc on en profite. Et du coup, bah, c'est pour ça moi, que je t'ai sollicité, parce que je me suis dit que ce serait cool d'avoir, bon, comme première personne, bon, il se trouve que c'est toi le premier, mais c'est tombé comme ça, mais comme dans le panel, quelqu'un qui fait un peu la même chose que moi. Du coup, toi, ton parcours, ta formation à la base, c'est quoi? Par quoi j'ai commencé à bosser? Bah, quel est, enfin, Ou comment quand je suis t'es arrivé sorti dans de le l'école, detailing? alors ça on viendra après, mais quand t'es sorti de l'école, tu étais censé faire quoi? Oula. Euh, Oula. Alors si tu veux, en fait, moi quand mon épouse est tombée enceinte, j'étais encore à l'école et je faisais une école d'art appliqué Ah ouais, pour faire. mais finalement t'es resté dans l'art en fait. Plus ou moins avec le covering, on va dire qu'on s'en rapproche, le detailing aussi, clairement. C'est moins créatif, on va dire, mais on est dans un autre type d'art qui est plus l'artisanat, mais qui reste un art. Et ouais, j'étais parti pour faire du graphisme pub ou du web design. Ok. Voilà. Et en fait, comme je te disais, mon épouse est tombée enceinte et donc j'ai eu besoin d'aller bosser. Donc je suis allé faire agent. Ah ouais, t'as arrêté. Voilà, bah, pas le choix quoi. Donc j'ai dû aller faire agent de sécurité. J'ai fait ça, agent de sécurité. Donc là on rentre dans ton parcours. Du coup là ton C'est parcours ça. avant le detailing c'est agent de sécurité ou après tu Ah non, t'en as eu marre et t'as fait un autre Ah truc? non, j'ai fait plein de trucs, tu vois, j'ai commencé ça parce que j'ai le premier, j'avais 21 ans. Donc je suis allé bosser à 21 ans, j'ai fait ça pendant 3 ans, ça m'a clairement cassé les couilles, ça ramenait voilà, le salaire, mais c'était pas passionnant du tout. Je ne me voyais pas faire ça et je suis parti dans le domaine commercial chez Securitas, vendre des alarmes, etc. et dans lequel j'ai évolué pas mal pendant 5 ans. J'ai fini chef d'agence avec tu vois, Metz, Nancy, et c'est ce qui m'a ramené dans le coin là en fait, où je suis actuellement. Et du coup là, à cette époque-là, finalement t'avais quand même, tu devais avoir une bonne paye, j'imagine. Ouais, j'étais pas mal, je gérais 40 personnes, 2 agences, tu vois, une assistante, souvent à Paris. Tu t'es quand même lancé à ouvrir ta boîte. Et non, même pas, parce qu'après ça, je suis allé dans les assurances. En fait, Ah oui, tu m'avais dit en plus. ça m'a, ouais, pareil, au bout de 5-6 ans, j'ai eu l'impression de faire le tour, de ne pas avoir justement la paye qui correspondait au travail que je fournissais et les responsabilités que j'avais. Et j'ai eu une opportunité dans les assurances et je suis parti bosser dans les assurances, d'abord chez Generali, chez lesquels je me suis bien éclaté. Et après, il y a Swiss Life qui est venu me recruter. J'ai fini inspecteur en assurance chez Swiss Life. J'ai fait ça pendant 7 ans après. Et du coup, au fil du temps, t'as augmenté ta valeur finalement ou... Ouais, bah à chaque fois j'ai évolué en fait. Tu vois, à chaque fois j'ai évolué. Comme chez Securitas, j'ai commencé commercial, puis ils m'ont passé chef d'équipe, chef de secteur, chef d'agence, tu vois, etc. Et pareil chez Generali, ils m'ont filé du monitorat. Et puis après, j'ai eu une proposition de Swiss Life pour être inspecteur. Et donc c'est seulement après là que tu t'es mis à ton compte. Et c'est seulement là en fait, si tu veux, ouais. Où je devais avoir 36 ans, ouais, 35 ans, 35 ans on va dire. J'en ai eu plein le cul, j'ai bossé pour plein de grandes boîtes, Securitas, Generali, Swiss Life, avec des très bons postes, cadres, etc. Franchement j'avais une belle vie, mais j'étais pas plein, mais j'étais très rarement chez moi. J'avais de beaux salaires, mais toujours en déplacement à Paris, des soucis, et des responsables qui, tu vois, t'orientes pas forcément dans la direction dans laquelle toi tu aurais envie d'aller et la façon dans laquelle toi tu souhaiterais travailler. Tu suis des directives mais tu n'es pas forcément libre de faire ce que tu as envie quoi. Et d'appliquer tes idées, ouais. de laisser les libres cours à ton imagination, ce genre de choses. C'est un petit peu ça quoi, et te dire si on te file des responsabilités, une gestion d'équipe par exemple, c'est pour te détacher, prouver justement la plus-value que tu peux apporter. On te laisse gérer ton équipe de la valeur pour se dire ouais bah lui il la gère de telle manière, à la limite c'est que ça apporte ses résultats ou ça ne l'apporte pas. Mais si c'est pour lui dire tu dois gérer ton équipe comme les autres, je vois pas forcément l'intérêt tu vois, d'un poste comme ça. Quoi. Ok. Et j'ai tout envoyé péter. Et donc ça fait 3 ans. Et là ça fait 3 ans que je suis posé. Et toi tu as un peu un parcours, j'adore ton parcours parce que du coup tu as pris un garage qui ressemblait absolument à rien. C'est ça, c'était un hangar agricole à la base, Ouais. mais disons que c'était voilà, moi, un critère important. J'ai mis 1 an à trouver mon local. Quand j'ai quitté Swiss Life, je me suis arrangé pour qu'on parte en bon terme et me faire remercier. Donc je savais que pendant 2 ans j'avais un chômage confortable
et que ça me permettrait de prendre le temps de monter la boîte sereinement. Donc pendant un an, j'ai clairement profité tout en mûrissant le projet et en essayant de l'aboutir un maximum. Et pendant la première année, ça m'a permis de monter le projet, de concrétiser ça bien et de me laisser le temps de trouver ce que je souhaitais. Et ouais, je souhaitais un gros hangar avec un loyer aussi que je serais certain de pouvoir assumer, quoi, qui ne me mettrait pas de suite des charges par-dessus la tête. Donc c'est ce que j'ai trouvé, il y avait beaucoup de travaux, mais on a tout fait nous-mêmes. On a économisé beaucoup, on a juste acheté les matériaux en fait et on a fait 2 mois complets de travaux pour avoir quelque chose et au fur et à mesure du temps on refait à chaque fois des travaux. Et tu as tout partagé sur les groupes, donc du coup en fait on peut y retrouver, je sais même plus quel groupe finalement, je crois que c'était Detailing, Conseil Detailing, ouais, ça doit être Conseil Detailing France ou même sur la chaîne YouTube, sur une des dernières vidéos que j'ai faites où je faisais le point justement au bout des 3 ans. Oui. Je crois que je fais des retours et des replays justement en images pour expliquer un petit peu comment on a monté le garage et quels travaux on a pu faire au fil du temps pour optimiser. Parce que justement tu te rends compte que les préoccupations que tu as au début, quand tu montes un garage et tu te lances dans le detailing, peuvent évoluer au fur et à mesure du temps, du travail que tu fais, comment tu t'orientes, si tu es plus vers le polissage, la céramique, le covering, la façon dont tu vas travailler. C'est vrai que tu vas optimiser ton espace de travail et tes priorités vont plus forcément être les mêmes, quoi. Ok. Bon, du coup, c'est une belle histoire. Là aujourd'hui, après, tu l'as abordé dans ta vidéo justement dont tu parles, où tu fais le bilan un petit peu, mais là du coup pour les viewers, tu dirais quels sont les plus et les moins là, toi, du detailing selon toi? Selon moi, les plus, c'est clairement, et c'est ce que je recherchais, c'est pour ça que je te disais, j'ai tout envoyé péter de ma vie d'avant pour être à mon compte. C'est le gros plus, c'est qu'aujourd'hui, nous on gère tout. La liberté, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la liberté, mais c'est surtout la gestion de A à Z. C'est-à-dire que tu gères ton environnement de travail, tu gères ton cadre de travail, ton local, la façon dont les prestations sont effectuées, les tarifs que tu appliques, la gestion SAV, ta prospection client, ta publicité, ton marketing, tout c'est toi, comme moi, on fait tout de A à Z, on gère 100%. Et ça, c'est ce que je recherche absolument, c'est ce qui est fort agréable, quoi. C'est de se dire, voilà, je peux aller au bout de toutes mes idées. Tout ce qui me passe par la tête, je peux le concrétiser, tu vois. J'ai envie de faire fructifier ma boîte comme bon me semble. Et tout ce que j'ai envie de faire, je vais faire le nécessaire pour pouvoir le faire. Bon, voilà. Et d'un côté, si tu te casses la figure, tu peux c'est ce que j'allais dire. Si tu à contrario, si tu te casses la gueule, au moins tu te dis, bon bah voilà, j'assume. Mais au moins, tu n'auras pas de regret à pouvoir te dire, on m'a donné la possibilité de le faire. Et voilà. Exactement. Si tu n'as pas eu envie d'égoutter les couilles, c'est ton problème. Après, voilà, je n'ai pas de regret. Donc ça, c'est les plus. Ouais. Et après, les moins. Après, les moins, comme n'importe quel chef d'entreprise, quoi. C'est que ça prend aussi 100% de ton temps. Même quand tu es à la maison, tu restes un chef d'entreprise. Et là, pareil, je pense que tu vas me rejoindre. Quand tu rentres à la maison, il faut gérer les messages, il faut gérer les demandes de devis, il faut gérer les appels clients. Il faut que tu fasses tes publications Facebook, tes vidéos, tes YouTube, et accessoirement ta vie de famille aussi, lui laisser une certaine place importante. Et c'était aussi justement pour ça que je voulais me diriger vers là, pour pouvoir, malgré le fait que je savais que j'aurais beaucoup de gestion d'entreprise, que ça me prendrait beaucoup de temps, c'est moi qui choisirais aussi quelle place a ma famille là-dedans et comment je pourrais gérer tout ça. J'ai une certaine proximité, les gosses peuvent venir au garage, tu vois, quand ils ont 5 minutes, l'après-midi, ils viennent squatter avec moi, donc voilà, je m'y retrouve autrement malgré toutes les heures que je peux faire. Donc c'est un moins, mais c'est altéré par le fait que l'organisation, encore là, c'est toi qui la gères. Et toi, justement, qui as été salarié pendant longtemps, finalement, parce que tu as été salarié pendant... J'ai été salarié, en fait, de pendant 15 ans. De mes 21 à mes 35 ans, j'étais salarié. Donc, pendant pratiquement 15 ans, tu as été salarié. Tu vois ce sentiment que tu as quand tu es salarié. Moi, je le connais un peu, mais je ne l'ai pas connu longtemps. Ce sentiment que tu as de travailler vraiment, c'est-à-dire de te lever et de dire ok, je travaille, et d'avoir envie d'arrêter le soir, tu vois, à 18-19h, tu as envie d'arrêter, tu as envie de couper et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en tant que chef d'entreprise, tu as toujours ce sentiment-là de travailler vraiment? Non, est-ce qu'il s'est complètement évaporé? Et je pense comme beaucoup d'entre nous, je suis ouvert le dimanche, je suis ouvert les jours fériés. Et j'en parlais justement sur un groupe dernièrement quand on parlait du NHP, donc du nettoyeur haute pression, pour ceux qui regarderont la vidéo et qui ne connaissent pas forcément les termes. Et je parlais justement du mien qui est un Kranzel, qui est un modèle pro qui est super fiable. Et je disais, tu vois, le garage il est ouvert depuis 3 ans et demi.
soit je crois que ça faisait 1250 jours ou un truc comme ça, converti en jours. Il a dû tourner 1250 jours sur les 1257 que compte cette période, parce que ouais, j'ai dû être fermé une semaine, 10 jours à tout péter, tous les autres jours, que ce soit les dimanches, les jours fériés, le garage il est ouvert, mais c'est pas par contrainte en fait. Et justement, à chaque fois que j'y vais, je me le dis, c'est pas. Voilà, chez Generali, on m'aurait dit tu bosses un dimanche, toi tu dis ouais, gros, tu casses les couilles, c'est le dimanche, c'est le week-end, etc. Là, tu y vas, ne serait-ce que parce que c'est ta boîte, donc tu as envie de réussir, donc tu t'investis et tu y vas de bon cœur. T'as pas l'impression d'être au travail parce que justement personne va te casser les couilles et tu y vas parce que tu as bien envie de le faire, donc je vois pas où est le problème. Et troisièmement, tu vas faire quelque chose qui te plaît. Et voilà, c'est une des choses qu'on n'a pas abordées aussi. On fait un truc qui nous plaît, on va avoir des caisses qui sont agréables, on bosse sur des supports. Voilà, on ne bosse pas non plus sur des caisses qui on croise tous les jours et tous les mécaniciens n'ont pas forcément la chance de toucher les bijoux avec lesquels nous on peut s'amuser et passer des semaines entières. Quoi. Ces derniers temps, t'as pas trop été gâté, toi, j'ai remarqué. Ouais, t'as eu un peu des poubelles. C'est ça, j'ai un peu tout. Après, je suis dans la campagne. Mais c'est des défis. Voilà, là, c'est des défis. Ça fait des beaux avant après. Ouais, c'est clair, ça fait des jolis défis et ça, c'est vraiment cool. La gestion d'entreprise, là, aujourd'hui, comment. Enfin. J'imagine que quand tu es arrivé, tu savais pas comment ça allait se passer. Comment là aujourd'hui, comment tu trouves ça? Tu penses que tu pensais que c'était plus dur ou finalement après, tu pensais pas que c'était aussi dur? Je savais pas comment ça allait se passer, oui et non, parce que si tu veux, quand j'ai bossé dans les assurances, soit quand tu cumules Generali et Swiss Life, quasiment 7 ans de ma vie, j'ai travaillé beaucoup avec les professionnels et spécialement sur le domaine de l'optimisation fiscale, du placement. Du choix de statut pour optimiser, pareil, la gestion de patrimoine, etc. Donc c'est vrai que tu as une bonne idée de la charge déjà administrative qu'ils peuvent avoir, de la rémunération qu'ils peuvent en tirer, de comment tu peux optimiser telle ou telle chose en comptabilité, comment ça se passe, comment tu construis un bilan, voilà, c'est le genre de choses avec lesquelles j'avais déjà beaucoup de facilité. Donc je suis pas vraiment... Donc là, niveau chiffres Ouais, niveau chiffres, t'étais pas perdu. Non, pas trop, non. Moi, quand je suis arrivé, j'ai construit mon projet. Je suis arrivé chez le comptable, j'avais déjà un prévisionnel qui était fait sur 3 ans, avec un bilan qui était déjà construit. Même lui, il m'a même pas facturé la pré-analyse pour construire comme il le fait habituellement, parce que tout était prêt en fait déjà. Et si dans la gestion de ton entreprise, là aujourd'hui, le truc le plus dur que tu t'attendais pas? C'est la compta. La compta, elle prend. La compta, ça te gonfle? La compta, ça prend un temps. Parce que toi. Pas forcément la compta que tu vas. T'es en société ou en auto-entreprise? Non, moi je suis en société. T'es en société, il me semble bien. Donc j'ai forcément comme tout le monde un comptable. Donc en gros, faire ta TVA, ça c'est relou. J'ai comme tout le monde un comptable aussi, mais c'est pareil, le comptable pour gratter un peu et pas lui payer la peau des couilles tous les mois, tu t'engages à plus ou moins à faire une partie et lui prémâcher le boulot, dont la gestion de toutes les factures, etc. Et c'est vrai qu'en termes d'achat, avec toutes les commandes qu'on fait, et c'est vrai qu'Internet facilite forcément d'un côté la facilité à commander rapidement et trouver un peu à droite à gauche, mais par contre en termes de compta, quand le comptable tu dois lui envoyer ça, faut que tu te démerdes avec tes mails pour retrouver une putain de facture que tu as pu commander soir sur Amazon en vitesse ou sur AliExpress pour... Attends, j'ai une anecdote qui est arrivée pas plus tard qu'hier. J'étais en train de faire ma TVA sur 2 mois parce qu'on sait que les comptables ils partent en vacances au niveau de l'été, donc du coup tu es obligé de la faire sur 2 mois, ils te font un acompte de TVA pour ces périodes et du coup je fais ma TVA sur 2 mois et j'avais commandé des wools aux États-Unis. Et du coup, mais je ne trouvais pas ma facture, j'allais sur mon compte Amazon et je ne trouvais pas la facture. Mais en fait, il fallait que j'aille sur mon compte Amazon en me connectant à amazon.com. Je peux te dire que j'ai mis 3 quarts d'heure à trouver pourquoi, comment je n'arrivais pas à accéder à ma facture. C'est galère. C'est ça. Et en plus, et quand tu payes par PayPal sur ton truc, c'est écrit PayPal, paiement PayPal, tu sais pas qui, quand, comment. Enfin, c'est un bordel. Moi, la TVA, je la fais à l'année, tu vois. Donc, quand je m'envoie ça, c'est sur l'année.
Ah oui, toi tu t'envoies sur l'année. Ouais, voilà. Donc ça, plus les factures d'achat, plus si, ouais, au bout d'un moment, c'est ça, je pensais moi, c'est vraiment en pas mensuel. que ça serait ouais, une charge de travail aussi considérable. Ça, je savais qu'il y avait du taf, Après, tu mais- mâches le travail à ton comptable. Voilà. Moi, c'est absolument pas le cas. Moi, mon comptable, il se débrouille avec le compte Stripe. Donc, Stripe, c'est le paiement par carte. Le compte Stripe, le compte PayPal, mon compte, comment dire, facture. Donc, c'est lui qui récupère mes factures, mes devis, tout ça. Ouais. Bah non, moi si tu veux, en fait, c'est ça, c'est un logiciel comptable où je pointe tout, les dépenses, je fais déjà les rapprochements avec la banque, c'est-à-dire que quand lui, il a le truc, il sait déjà quelle dépense, à quoi elle correspond, à quoi quelle facture, Ah ouais. tout est relié. Voilà, donc après, il a plus qu'à faire le bilan et la compta générale avec tout qui est déjà, tu vois, il appelle juste Du coup, tu arrives à ramener tes charges de comptabilité mensuelles à combien en faisant comme ça? Là, je suis à 156 € mensuels. Ah oui. Ah ouais, donc c'est vraiment hyper honnête parce que moi, je dois être à 500 par mois. Hein, Bah, clairement. normalement, et puis moi, voilà, pour avoir travaillé beaucoup, je te disais dans le milieu là, la plupart avaient des charges comptables qui étaient de l'ordre de entre 300 et 800. On était sur une moyenne de charges comptables normales d'une société qui peut ressembler à la nôtre, quoi. C'est vrai que quand tu arrives à tirer moins de 160 €, c'est plutôt bien, mais ça demande du travail. Ouais, c'est clair. Et je pense Ça demande du travail. Et je t'avouerai que là, ça fait 3 ans, et je pense clairement cette année à dire, ouais, c'est quoi, je vais peut-être payer plus cher, mais je vais déléguer cette partie-là parce que je commence à en avoir vraiment plein de cul, quoi. Moi, clairement, la thune que j'arrive à rapporter en passant pas ce temps, elle est beaucoup plus importante que ce que je paye par mois. Hein. Ouais, je pense aussi. Parce que moi, clairement, les 350 € que je mets en plus mensuel, avec les 3 heures ou 4 heures par mois que je gagne, je les ramène, hein, aux 350 €. Ah ouais, non, mais c'est certain. Et puis même, tu vois, les soucis sont pas les mêmes, et puis ouais, ça saoule. Exactement. Ça saoule, quoi. Ça prend du temps, c'est toujours sur du temps que tu vas prendre en plus le dimanche et sur du temps perso. Tu le prendras jamais sur du temps de travail, on est d'accord. Donc ce sera toujours sur du temps perso, partant de là, déjà, c'est chiant. Bon, c'est quoi tes objectifs là à l'avenir du coup? Mes objectifs à l'avenir, ben tu sais que voilà, pour moi c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées il y a 4 mois de ça maintenant. C'est pour ça que je la prends un petit peu avec des pincettes, mais j'imagine que tu les as quand même Mais, toujours un petit peu en tête parce que tu devais les avoir avant. Donc, c'est sûr. Et, même si tu n'y, comment dire, même si tu t'y attaches peut-être un peu moins en ce moment, mais si tu devais être toujours sur les rails, sur les mêmes objectifs. voilà, C'était qu'est-ce que ça continuer aurait le été? développement, bah, comme j'avais pu le faire au cours de ces 3 premières années. En termes de chiffres, peut-être pas parce qu'à un moment, voilà, j'ai aussi assez travaillé dans des grosses boîtes pour savoir qu'à un moment, il faut savoir où est ta limite, quoi. C'est ça qui pousse beaucoup de gens à en avoir plein le cul. J'ai pas envie que ça soit le cas. J'ai envie de bien vivre, comme tout le monde, on est d'accord. Est-ce que tu augmentes un peu tes tarifs quand même régulièrement? Mes tarifs, non, pas. je les ai augmentés il y a 1 an. Je les ai revus un peu. Sur les 2 premières années, je les ai pas gardés. J'ai gardé mes tarifs, on va dire, entre guillemets, de lancement sur les 2 premières années. Je les ai revus un petit peu, mais pas beaucoup. J'avais pas fait des tarifs de lancement non plus. Je suis pas allé dans l'excès comme certains à casser les prix. J'avais pas envie de m'inscrire vraiment là-dedans. Je suis parti dès le début sur une construction et une politique de boîte où je savais que de toute façon que j'étais au fin fond de la campagne, que les gens qui viendraient chez moi, ça serait certainement pas par hasard ou parce qu'ils passaient devant qu'ils avaient vu un panneau, et qu'il fallait que je joue absolument sur le côté qualitatif de la prestation, et donc ça servait strictement à rien de tabasser des prix en demandant 50 balles, quoi. Donc voilà, c'est clair qu'au début il a fallu un peu ramer et avoir d'autres chantiers un peu plus typés valeting pour qu'on voit que c'était capable d'avoir un cran au-dessus. Et après, comme tout le monde, quand tu commences à voir les premiers beaux chantiers, les premières belles bagnoles, les premiers clubs, les premières publics qui touchent du monde, voilà, tu vois que tu arrives à garder cette qualité de travail sur des beaux supports et d'envoyer des beaux chantiers avec des beaux reportages, ça prend, quoi. Ça prend, donc je vais préférer rester là-dedans et me développer. Le chiffre comme j'ai pu le faire, comme je te disais, sur ces 3 premières années, malgré le fait que, comme dit, il y a beaucoup de choses qui pour moi ont changé, et donc je vais être obligé d'ajuster pas mal de choses, quoi. Notamment en termes de chiffres, et à un moment, tu vois. Justement, c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi en particulier, parce que j'imagine que les autres, il n'y aura pas forcément besoin, parce que justement, ils n'ont pas eu les événements que tu as eu. Mais justement,
tu avais autre chose à penser clairement ces derniers temps. Et justement, je me dis qu'il y a un truc que tu as dû un petit peu louper, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'inflation. L'inflation, les prix de l'énergie qui vont concrètement augmenter énormément. L'euro qui est allé à moins que la parité avec le dollar, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 98 centimes d'euros, un dollar, c'est plus 1,20 € comme c'était. Voilà. L'augmentation du plastique, donc des matières premières. J'ai suivi, mais de loin. C'est vrai que j'étais un peu moins penché sur les prix de mes commandes, sur mes fournisseurs, les matières premières. J'ai fait mes commandes quand j'avais besoin, un peu à l'arrache. Voilà. Et c'est vrai que c'est pareil, c'était quelque chose sur lequel je devais aussi axer ma politique de boîte, parce qu'après 3 ans, et c'était je crois aussi une des choses que j'abordais dans la vidéo, c'était maintenant comment optimiser aussi, pas forcément continuer à engendrer plus de bénéfices, mais peut-être à optimiser sa dépense de charge. En se disant, j'ai maintenant du recul sur 3 ans, je vois comment je commande, je vais peut-être revoir les contenants, revoir mes fournisseurs pour centraliser différentes choses. Etc. et être un peu plus prévoyant, commandant peut-être moins fréquemment mais de plus grosses quantités, sachant que tes besoins, tu arrives à les voir sur 3 ans, tu as beaucoup plus de recul pour savoir, voilà, j'utilise tel produit, celui-là je sais que j'embrasse et que des bidons de 20 litres ils vont pas se perdre, autant celui-là je sais que voilà, tu vois, il me sert à rien, que chose. Ouais, des trucs que tu utilises de temps en temps, tu peux t'en passer, passer à autre chose, trouver quelque chose d'autre. Ouais, donc toi, tu serais plus sur de l'optimisation de charge au niveau de ce qui se passe en ce moment plutôt que clairement de l'augmentation de prix. Ouais, après, il faut revoir les prix aussi. C'est sûr qu'à un moment, tu peux pas tout prendre pour toi et que toi réduire tes charges, parce que réduire tes charges, c'est pareil, ça te demande du temps, ça te demande de l'énergie. Parce que tu dois regarder ou tu dois optimiser, forcément tu dois tailler quelque part, hein. C'est comme tout et c'est ce qu'on dit au niveau des prix, hein. Quand le client à un moment il va voir quelqu'un qui lui propose un polissage céramique pour 50 balles, pour 500 balles pardon même, il est obligé de faire l'impasse sur certaines choses, c'est indéniable et c'est pareil pour nous, donc à un moment aussi il faut répercuter les prix. C'est compréhensible et c'est juste humain, je pense. On est là avec les heures qu'on fait, c'est certainement pas pour gagner un SMIC, sinon on se ferait pas chier comme ça, quoi. Non, puis en plus, là, aujourd'hui, tout augmente, hein. On voit que les gens, quand ils font les courses, ils en ont pour plus cher, donc ils le savent. Donc, clairement, c'est ancré dans leur cerveau que les choses augmentent. Donc, je pense que ce serait normal. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut y être attentif, parce que quand tu fais pas gaffe, c'est vrai que tu as vite fait une commande où tu commandes 1 litre de ça, que tu vends régulièrement, il a augmenté d'€1, toi tu t'en rends pas compte, tu te dis c'est pas grand chose, mais c'est vrai que des fois se poser à faire le chiffre sur l'année et se dire putain si je l'avais pris en 20 litres, ouais ben c'est à coût de 50 balles que tu gagnes et que tu grattes, et 50 balles c'est une festa et c'est voilà, c'est 1 heure de boulot que tu peux gratter autre part, quoi. Tu peux dépenser dans autre chose. Du coup, moi je voulais ton avis. Après, je sais que tu es quelqu'un de de calme, posé, qui a ton avis tranché sur des choses, mais qui arrive aussi à le donner avec des pincettes, sans choquer les gens. Je trouve que tu as beaucoup d'humilité, qu'en même temps tu as beaucoup de savoir, et ça j'aime beaucoup. Et du coup, moi je voudrais ton avis sur le métier et ses acteurs. Voilà. Que ce soit ces acteurs, que ce soit des mecs qui sont connus, des mecs qui sont pas connus, justement les gens que tu parlais tout à l'heure qui cassent les prix, et après on peut pas mettre de nom, c'est assez difficile, mais également ceux qui sont présents sur YouTube. Ouais. Voilà, j'aimerais ton avis sur tout ça avec tout le calme et l'humilité que tu peux avoir, tout en arrivant à dire des belles vérités, parce que justement j'aime ça. Bah, je te remercie déjà, c'est gentil de ta part. Alors déjà, on va dire pour planter le décor avant de te répondre un peu plus en détail, si je devais synthétiser ça en réponse, ce serait pour moi, le temps m'a appris que souvent dans ce métier, les quelques personnes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y en a pas des masses, hein, mais il y en a peut-être une dizaine, une vingtaine qui méritent à être connues, c'est pas forcément celles dont on va le plus parler. C'est pas forcément celles qui vont être le plus présentes, celles qui vont le plus publier, qui vont pouvoir se démarquer sur les groupes ou sur YouTube, etc. Ça c'est déjà mon premier ressenti et ma conclusion au bout de 3 ans. Ok. C'est qu'il va falloir chercher un petit peu plus loin si on va vouloir trouver des personnes qui peuvent valoir la peine. Après voilà, chacun sa définition aussi de valoir la peine, hein. Il y a chacun a ses critères et ses recherches, mais moi c'est la conclusion que j'en fais, quoi. Ouais, des gens qui sortent du lot, des gens que tu as envie de suivre, qui font pas forcément pareil que les autres, mais qui en même temps sont très intéressants. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je vois
je vois très bien une personne qu'un jour j'ai rencontré, j'étais très, très content de le rencontrer, c'était au Detailing Show, au premier. C'était le mec de... Je vais pas donner son nom, je pense que c'est pas terrible, mais le mec de Clean Detailing. Maintenant d'ailleurs ça s'appelle plus Clean Detailing. Mais moi, c'est Hubert, je vais pas donner son nom de famille, mais c'est Hubert. Et il est très discret. J'étais vraiment... C'était la première fois hein, que j'étais intéressé par un gars. Tu sais, je vois ses reportages et ils étaient tellement carrés. Il avait une discipline qui était telle que vraiment ça m'a attiré. Donc je rejoins ce que tu dis. Mais comme beaucoup, après t'en as d'autres, comme notre cher papy, qui, voilà, tu l'entends rarement. Après, il est mis en avant de par ses partenariats, etc., les formations qu'il dispense. Donc, c'est normal qu'à un moment, voilà, t'en parles et ça en sorte. Mais je veux dire, de lui-même, tu le vois rarement intervenir dans un groupe pour une discussion, donner son avis. Pourtant, il aurait plein de choses à raconter. Je pense que c'est sans doute celui qui serait le mieux placé pour fermer sa bouche à beaucoup, mais il le fait rarement. Quand il publie en tout anonymat, on va dire, comme tout le monde. Enfin, tu vois, il n'y a pas de choses qui sortent de l'ordinaire, histoire de... voilà, comme beaucoup d'autres. Je sais pas comment ça va se passer son interview, mais j'aimerais bien qu'il se lâche un peu et qu'il dise certaines vérités, parce qu'il voit beaucoup de choses, Sylvain, et ça ferait du bien. Mais bon, après c'est assez délicat, il aime pas qu'on parle mal de lui, donc il aime pas justement trop dénoncer, donc il garde beaucoup de choses pour lui. C'est ça. Et puis après, tu as les personnes qui ont besoin de ça pour avancer et d'autres qui se portent très bien sans avoir besoin de ça, tu vois, c'est ça aussi. Tout à fait. Moi, je suis plus dans le plan de me satisfaire de mes victoires que des échecs des autres. Après, il y en a d'autres que ça fait marrer, voilà, après, oui, bon, c'est marrant. C'est vrai qu'au début, tu as tendance à taquiner quand tu commences à avoir le niveau, et je pense que c'est humain. T'aimes bien tacler en disant ouais, moi je sais, et ouais, c'est pas comme ça et tout. Mais à un moment, on l'a tous fait. Voilà. On l'a tous fait. C'est vrai que moi, sur ma première année, j'aimais bien aller sur les groupes et dire non, c'est pas comme ça. T'aimes bien tacler. Quand tu commences à apprendre un peu comment ça se passe un ouais, t'as dire non, mais faut faire un ouais, t'attends, tu sais. Ouais. Voilà. Aussi, c'est facile, attends. Tu prends la rota, tranquille, un houle, ça se passe. C'est exactement ça. Ouais. Mais ouais, je pense que si tu es normalement constitué, tu suis le cheminement normal de quelqu'un de moyen, c'est au bout d'un moment, voilà, tu n'as plus forcément besoin de ça et tu préfères les lire en rigolant. Ouais, bah après, ce qui est un peu dommage, et j'y ressens beaucoup et avec tout le monde, c'est que justement, ceux qui commençaient un peu le detailing, à savoir des trucs, et qui commençaient un peu à taquiner, à dire ouais non on fait pas comme ça, c'est facile comme tu disais. Après ils ont tendance à s'effacer des groupes et ils auraient vraiment beaucoup de valeur à apporter aux nouveaux qui sont sur les groupes et ils le font pas parce que des fois ils peuvent paraître hautain, et on a tous eu la réflexion au bout d'un moment aussi, c'est pour ça qu'on est peut-être aussi de moins en moins présent. Parce que au bout d'un certain moment, tu passes par justement ces différentes phases, j'ai l'impression, où tu ramènes ta gueule parce que tu as l'impression de tout savoir et tu as envie de partager, d'avoir ce petit côté gratifiant de moi je le sais donc j'ai envie de le mettre en avant. Et après tu as deux clans, ceux qui vont s'inscrire là-dedans en disant faut que je sois toujours, tu vois, devant de l'affiche, que tu vois, j'envoie des étoiles, des paillettes et pour me faire voir. Et ceux qui vont se dire finalement je suis très bien dans la discrétion, c'est peut-être aussi ça que je cherchais dans ce travail, avoir mon local, ma tranquillité, je suis avec ma caisse, je bosse, on me fout la paix, moi je sors ce que je sors. Je fais des reportages photos et j'ai besoin de rien d'autre, tu vois, pour être bien et pour m'épanouir dans mon taf, quoi. Et je te disais, la plupart qui, pour moi, méritent la peine d'être connus sont des gens comme ça. Ça va être Sylvain, ça va être Aurel, ça va être Raphaël. Regarde, tu aurais aussi la légitimité de pouvoir ouvrir sa gueule avec, tu vois, les tafs qui sortent et les caisses sur lesquelles il sort. Raphaël, tu l'entends rarement voilà, venir intervenir pareil sur des groupes pour ramener sa science ou faire... parce que aussi pareil, au bout d'un moment, t'as pas le temps. Si finalement t'as du taf, t'as pas le temps, et après dire pas le temps, c'est facile aussi. Tu vois, les gens qui disent ouais, si t'aurais pas le temps de répondre, si t'avais vraiment du taf, c'est bien sûr, on a tous le temps, on est sur les réseaux et tout, c'est peut-être qu'au bout d'un moment, t'as juste envie de passer au-dessus et ça t'intéresse pas de t'envenimer dans parce que tu sais que c'est des discussions qui vont être sans fin, tu vas discuter avec des gens qui vont être cons, bornés, et de toute façon, tu vas dépenser ton énergie avec des abrutis finis pour que le gars il te dise ouais, non, mais c'est pas bien, moi, prends ta lingette vulcanette, et c'est bon, tu sais, c'est des discussions qui sont pourries, quoi.
comme tu dis, c'est pas toujours ceux qui sont le plus présents sur ces groupes-là qui sont les plus à mettre en avant. Et malheureusement, on se retrouve confronté à ces gens-là qui sont tout le temps en train de répondre aux questions de tout le monde. Et en fait, quand tu regardes ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. Alors, ils ont des belles réponses, hein, par contre. D'ailleurs, c'est énorme, ça c'est énorme parce que la plupart du temps, leurs réponses sont très bien. Ils donnent des bonnes réponses, pas toujours parfaites, mais en tout cas, ils ont réponse aux problèmes de la personne. Par contre, eux, ils font absolument pas de detailing. Tu vois pas où est leur travail, qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, ils vont reprendre un bout de conversation d'une réponse que Maurice aura pu donner, et puis recoller ça. Oui, moi je sais, police à la ZAN, etc. Puis on a d'autres qui sont là pour vendre leurs produits. Voilà. Aussi, beaucoup. Et après, t'en as d'autres qui sont très bien aussi, et c'est ça qui est compliqué, parce que finalement, on est toujours sur les groupes, tu sais pas, tu publies pas, parce que même quand tu publies, tu auras toujours un malin qui va venir essayer de te chercher, tu vois, un détail, alors qu'il comprend pas forcément pourquoi, comment on se pose les bonnes questions. Et ouais, c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce que ouais, t'as envie de faire vivre, t'as envie de participer. Si t'es là, c'est pas par hasard. Et on partage aussi plein de choses et t'as pas mal d'échanges qui restent sympathiques malgré tout. Mais t'as ouais, des gens qui voilà, qui correspondent pas. Après, c'est le jeu d'un groupe aussi. Hein. Tu peux pas être pote avec tout le monde et c'est la vie aussi. Même nous, entre détailleurs, il y en a certains avec lesquels t'as des affinités, tu vois, avec qui tu t'entends bien, d'autres avec qui ça passe moins bien. C'est comme ça, c'est humain, c'est tout, c'est normal, quoi. Il n'y a pas de quoi s'offusquer. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, chacun fera le choix de se renvenimer à se prendre la tête quotidiennement sur des discussions voilà, qui seront sans fin, ou passer à autre chose, quoi. Ouais, ça m'est arrivé et je suis passé à autre chose. Bon, c'était il y a longtemps maintenant. Donc voilà mon avis sur les groupes. Ok. Écoute, on va rentrer dans des trucs assez simples et plutôt cocasses et j'aime bien parce que là du coup on a abordé un peu les choses sérieuses. Maintenant bah, c'est tout aussi sérieux mais plus ludique et tout. Je vais commencer par te demander c'est quoi ton panel de machines. Voilà, qu'est-ce que tu utilises comme machine et quelle est ta préférée? Alors c'est quoi mon panel de machines? Alors pour te répondre de manière, on va dire peut-être un petit peu plus constructive, je vais t'expliquer dans quel ordre je les ai achetés. Ça va peut-être être aussi plus intéressant. Avec plaisir. Parce que justement, j'ai commencé, j'avais une rotative qui doit être une Shinemat, c'est les EP803, un truc comme ça. Celle qui est vendue avec le kit 3 rallonges et qui te permet d'avoir un plateau de 125, un de 80, un de 75 et un de 30. J'avais ça en rotative. Et en orbital, j'avais une MK3, une Rubez MK3. J'ai commencé avec ça parce que pareil, j'ai préféré... Une 15 Ouais, une 15, ouais. J'ai de suite souhaité voilà, bosser avec une machine qui me convenait. Je savais que je l'achèterais a priori pour une grosse durée et pour un grand moment. Donc je préférais de suite, voilà, quitte à mettre 100-200 balles de plus, partir sur quelque chose de bien. J'avais eu l'occasion en plus de la tester avant. Et voilà, c'était celle sur laquelle mon choix s'était arrêté en termes d'efficacité, de confort voilà, et de possibilités qu'elle offrait, quoi. Donc j'ai commencé là-dessus. Après c'est vrai que tu te fais vite ressentir le besoin d'une machine plus petite, hors rotative, pour pouvoir travailler les courbes de 911, aller chercher certains détails impliquent le detailing. Et c'est vrai que je me suis vite, au bout de 2 ou 3 mois, acheté une PXE. Une PXE qui reste, je crois encore aujourd'hui, ma machine favorite. Pour plein de raisons. Alors pas forcément favorite pour telle chose, il y a plein de choses sur lesquelles elle va être inutile ou de loin dépassée, mais sur sa polyvalence, c'est une machine juste extraordinaire, quoi. C'est une machine où je dis souvent aux gens qui viennent chez moi en stage, c'est peut-être ouf, mais si tu devais avoir qu'une machine, dis-toi qu'avec une PXE, tu peux faire une correction complète en fait. Tu peux te dire demain je fais la voiture en stage 2 pour aller lui mettre une céramique. Ça va te prendre du temps, ça va être très chiant, mais tu peux le faire. Il n'y a aucune autre machine avec laquelle tu peux. Si t'as 4 portières sur la voiture, c'est la merde. Hein. C'est ça. Mais bon, ça le fait. Mais ouais, c'est vrai que moi j'ai déjà fait des boulots, genre j'ai déjà fait une portière à la PXE. Mais ouais. Donc dans l'absolu, c'est sa polyvalence qui est juste extraordinaire et qui te permet d'aller chercher un niveau de perfection quand tu as les rallonges qu'il faut pour faire les intérieurs de poignets, etc. Comme dit, qui implique un niveau de detailing quand tu commences à offrir de belles prestations, de la céramique et qui sont juste indispensables, tu vois.
et qui manque à beaucoup, justement, qui se lancent en disant ouais, moi je vais faire des céramiques 1 an, 2 ans dans mon petit garage parce que j'ai la machine, j'ai ci, j'ai ça. Mais bon, si t'es pas capable de faire des contours de cycle, des intérieurs de poignée, ça semble pas être un truc extraordinaire, mais juste la base quand on commence à parler de detailing justement et de travail digne de ce nom, quoi. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, j'avais dit s'il y a 2 machines à acheter pour être un bon detailer, pas un super detailer, mais un bon detailer, pour moi ce serait une Duetto et une PXE. Ouais, tout à fait. Bah après, ça fait partie justement des autres machines que j'ai achetées pour, là c'était plus pour une optimisation du travail, pour pouvoir travailler plus vite. C'était une XCE, qui est la rota forcée de chez Flex, en 125, qui permettait justement d'offrir un pouvoir de correction tout en restant sur de l'orbital et limite pouvoir être en finition, quoi. Selon comment tu travailles, ou du moins tu travaillais beaucoup plus vite en termes de coupe sans avoir cet effet de chauffe que peut avoir tu vois, une MK3, parce qu'une MK3 tu vas pouvoir aller couper mais ça va chauffer très très vite, ça va t'abîmer tes pads, ça va abîmer ton vernis, ça va abîmer plein de choses que ce que tu pourras faire beaucoup plus facilement avec une XCE, quoi. Après j'ai racheté une deuxième PXE pour pouvoir voilà, pas avoir, même si c'est super facile, tout le temps changer l'embout, le plateau, en avoir un qui est dédié, tu vois, avec une rallonge à une autre. Ouais, bah c'est comme moi, hein, j'ai 3,75, hein, j'ai une Flex, j'ai une Rupes et puis j'ai la PXE, quoi. Voilà. Après j'ai acheté quoi? J'ai acheté une Rota en 125, ça doit être la S15. La base. Non, c'est comment elle s'appelle? C'est une Shinmet, bon, je sais plus quel modèle. Mais voilà, une Rota 125 tranquille, quoi, avec plateau. Ouais, ça doit être la P7 alors c'est pas... Ou c'est Cross. C'est la Cross. Ouais, ça doit être ça, Ouais. je sais C'est plus. peut-être la Cross P7 ou alors la Shinmate, je sais pas. Elles sont équivalentes les deux de toute façon, hein, c'est à peu près kiff. Donc ça c'était pour vraiment avoir un gain de temps pareil, pouvoir optimiser, parce que j'ai été amené à faire aussi de plus en plus de Porsche, des vieux brillants directs, ce genre de choses, où c'est clair que quand tu as une Rota en 125, bon, ben, ça te permet de travailler aussi beaucoup plus vite et d'optimiser ton temps de travail, quoi. Et après, je crois la dernière que j'ai achetée, ça doit être une S75, une petite excentrique, mais pas sur batterie du coup, qui a un peu plus de watts que la PXE quand tu travailles en 75. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est souhaitable, hein, ça quand même. Du coup, ça te fait 2 Rota, 2 PXE. Ouais. La MK3, la XCE. Là, t'as 10 machines, quoi. Ouais, 7, je crois, 7 ou 8, un truc comme ça. Bah, t'as deux Rota. Ouais, j'ai 2 Rota. T'as 2 PXE. Ouais. T'as la S15, la Rupes 15. La Rupes 15. Non, j'ai la MK3. Ouais, bah c'est la 15, c'est la Bigfoot 15. Ouais. C'est la M4. T'es sûr que c'est pas la 1000? Non, c'est pas la 1000. Pas la 1000. Ouais, donc c'est la 15. Ouais. Ou la 21, je sais pas. Non, la 15, ouais, la 15. Ouais, voilà, donc t'as la 15, donc ça fait 5. La XCE. Et t'as la XCE. Et la S75. Et la S75. Ah ouais, non, ça fait 7. Ouais, ça fait 7. Ouais. Et t'as un kit Autotritz ou tu travailles surtout avec la PXE? J'ai un Dremel. D'accord, ouais. Ouais, c'est pareil. En fait, j'avais le kit Autotritz qui était fourni à la base avec la première Rota que j'avais en 75 là. La 803 ou 802, je sais plus. Mais la vitre était flinguée. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, j'ai hésité et je suis parti dessus sur un Dremel de qualité, un beau petit kit Dremel avec rallonge, tout ce qu'il faut. Et puis finalement, ça fonctionne très très bien. Ça a ses avantages parce que c'est plus léger qu'une polisseuse. Donc c'est vrai que tu peux l'emmener plus facilement dans un habitacle, etc. Quand tu fais un volant, que tu démontes pas, que tu fais certains chromes. C'est vrai que le Dremel est plus facile et puis les accessoires tu les fixes de la même manière. Maintenant j'ai vu le dernier kit de chez Flex avec rallonge adapté sur la PXE, c'est vrai que celui-là il me tombe plutôt pas mal, quoi. Ouais, ça doit être sympa. Parce qu'il propose certains cônes qui ont vraiment des formes adaptées à ce qu'on pourrait rechercher, mais malheureusement les cônes sont compatibles qu'avec la rallonge Flex. Tu peux pas l'adapter sur du Autotritz ou du... écoute, c'est hyper intéressant parce que du coup t'es pas dans la même configuration que moi, parce que moi j'ai plus de petites machines que de grosses. Ah ouais. Alors après j'ai eu aussi pendant un moment, tu sais, la version Carrecla là,
Il y a eu plusieurs, il y a eu Liquide Élément, il y a eu Carré-Clac. Ah oui, d'accord, oui. Donc t'as eu ça, toi, t'as eu une nano. Ouais, une petite nano là avec la main, la pression La sur la main. gâchette. Et je l'ai gardé 6 mois, Ça c'est passe inutile. Ouais, c'est inutile, même voilà, quand c'est Eh ben, chargé. je m'en sers énormément. Ah ouais, Ouais, je m'en sers énormément, que ce soit pour les tours de poignet. d'accord. Après, c'est vrai que enfin, moi perso, je lui mets un pad brick et je mets du S2 Black à chaque fois parce que il a sa blanc de coupe. Parce que c'est sûr que c'est pas. Enfin voilà quoi, ça tourne pas très vite. Ouais, pour moi, ça Mais, manque réellement de watts et d'autonomie, quoi. Ouais. Ouais, on est d'accord. Bah après, moi j'ai 4 batteries sur cette machine. Donc je tourne très vite en batterie et j'ai toujours de l'autonomie et puis de la pêche. Mais ouais, je l'ai gardé ma petite liquide élément à 1000. Mais j'ai plus de petites machines, ouais, parce que moi j'en ai 1, 2, 3. J'ai 4 petites machines et 3 grosses. Ok. Alors que toi, t'as les deux PXE, la petite. Comment ça s'appelle S75. T'as la petite. Bah non, là t'as 4. Ouais, non, t'as 4. T'as 4 petites et 3 grosses en fait. C'est ça. Ouais, en gros, j'ai la Rota, la MK3 et la XCE. Et après, le reste, c'est du 75, c'est du 75 ou. C'est du 75. Ah oui, moi j'ai 5 petites, j'ai une nano en plus. En fait, non, on est sur la même. Sauf que la passe de la 15, moi j'ai la 21. Ouais. Des débats qui étaient d'actualité, j'ai vu les derniers temps sur les groupes quand j'y suis allé avec cette putain de 21. Apparemment, avec l'orbite de 21, tu fais des miracles. C'est mieux qu'une Rota. Non, faut pas abuser non plus, mais l'orbite de 21, oui, elle est forcément beaucoup plus efficace que l'orbite de 15. Et en plus, au niveau de la finition, c'est pas mal. Il y a ma chienne. Eh oh. Mais c'est pas elle depuis tout à l'heure qui fait un boucan de fou? Si, c'est possible, elle est en train de jouer là, dans les bassines de linge. Allez, t'as regardé, tranquille. Ouais. Du coup, après les machines, moi je voulais savoir ce que c'était ta marque, si tu avais une marque fétiche, voilà, celle que tu utilises de plus, celle où tu as le plus de produits. Je pense connaître la réponse, mais après à toi de me le dire. C'est pas évident à dire, franchement, c'est pas évident à dire. Il y a plusieurs marques que j'affectionne. Alors oui, si je devais en sortir une seule, franchement. T'aurais dit quoi, dis-moi? Parce que... Moi j'aurais dit IGL. Oh non, pas spécialement. Ah ouais? Autant en termes de céramique, oui, ça va faire vraiment partie de mon top 3. Ah, il y a quand même quand même des bons produits derrière. Ouais, mais... Si c'est pas des contenants qu'on aime, il y a quand même du bon produit derrière. Voilà, déjà, et la gamme est pas assez large aussi. Il y a beaucoup de choses. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça que IGL, oui, tu peux, mais je peux pas bosser au quotidien qu'avec du IGL. C'est pas possible. Et même en termes de contenant, comme dit, c'est... Après, quand je dis ta marque fétiche, c'est pas forcément la marque avec laquelle tu pourrais bosser. Mais oui, la celle marque que t'aimes le plus. Ouais, celle avec... Le coup de cœur, tu vois, pas forcément celle avec qui tu pourrais... C'est comme si moi je disais Alchimie 7 parce que je bosse à 100%, tu vois, à 80% avec. Alors c'est vraiment la marque avec laquelle j'adore, mais par contre je vais l'utiliser très rarement parce que c'est Dodo Joule. Ah ouais, donc ouais, voilà. Okay. Donc c'est vraiment une marque que je vais bien aimer. Après, une marque on va dire plus courante que je vais être amené à utiliser quotidiennement, ouais, ça va être Alchimie. On va dire si je devais faire un top 3, ce serait Alchimie, Core et Innova parce que la gamme est assez vaste et on va dire que même s'il n'y a vraiment aucun produit qui est ouf, tu vois comme un Nanofactor par exemple, qui est un produit ouf et qui fait quasiment l'unanimité, la gamme tous les produits sont plus ou moins bien en fait. Ils sont en termes de tarifs très bien placés, ils sont pour ce qu'il faut diluables ou pas, et c'est vrai que c'est une marque avec laquelle Innova au quotidien, et en plus depuis qu'ils ont des céramiques, les céramiques sont de très bonne qualité pour l'instant. Après bon c'est clair, hein, on n'a pas encore le recul pour savoir au bout de 3 ans, mais tout du moins voilà, en termes de packaging, de qualité, de test, de fiches de sécurité, de tout ce qui peut être un peu plus concret derrière que juste on sort une céramique. Ça a l'air très prometteur.
Et voilà, après j'aime bien très carte pro, tu vois, un genre de choses, IGL bien sûr, parce qu'il y a de très très bons produits partant dans la gamme. Voilà, Tax System aussi, qui est une très belle marque, avec des Tu produits. m'avais parlé du Moonlight. Ouais, le Moonlight c'est juste un must-have, je pense. J'ai jamais réussi à m'en procurer. Ah, au pire, tu me diras, je t'en enverrai une petite. Il est tout le temps en rupture, le bordel. Ah, c'est pas pour rien, Écoute, tu vois. ouais. Tu sais quoi, naturellement, naturellement, en parlant de marque et tout, on va dévier vers une question que un jour Damien m'avait posée parce qu'il discutait avec des potes. Et je me suis dit, cette question, il faut que je la garde. Donne-moi pour toi le produit irremplaçable. Le produit est remplaçable. Ouais. Alors quand je dis le produit, c'est marque et produit, tu vois ce que je veux Oui. dire? Mais le truc que tu peux pas remplacer en fait, le truc c'est impossible, tu pourrais pas te servir d'autre chose quoi. Alors je sais la question elle est difficile, mais parfois ça peut donner des bonnes idées et puis des pépites en réponse. Bah justement, je crois qu'avec le Moonlight, on n'est pas loin du produit qui se démarque parce que bah, c'est le seul. T'as beau chercher, j'ai eu beau tester, qui offre ce genre de protection. Moi, quand je le vends, très honnêtement, je parle d'une semi-céramique à mes clients. Ouais, tu m'en avais. Voilà, donc je suis très honnête, hein, tu sais comment je suis avec ça, voilà, je suis très honnête avec eux, je leur explique le principe d'une céramique, d'une semi-céramique, mais t'as beau faire tous les tests que tu veux, j'ai beaucoup de recul sur ce produit parce qu'il y a énormément de véhicules que j'ai traités qui reviennent chez moi en entretien régulièrement, voilà, qui ont différentes vies, je les fais sur mon véhicule, et c'est vrai que ouais, c'est un produit vraiment qui se démarque parce que c'est le seul à offrir ça, quoi. Les seuls qui peuvent s'en rapprocher, ça va être des stylants forcément. Mais on est très très loin quoi, on est vraiment très très loin. Mais tu vois, c'est fou parce que moi aussi, comme réponse, j'avais eu une protection. Ouais. Parce que je pense pas que tu puisses ne pas remplacer un produit nettoyant. Bah c'est ça, un après réacteur. sinon c'est le produit vraiment que j'ai toujours et tu peux venir chez moi, il y en aura toujours et on aura toujours de l'avant, c'est du Green Star. Le Green Star, Oui. je kiffe. Mais ça, c'est un produit que tu peux remplacer. C'est ça, j'allais dire un APC, mais au pire tu peux en acheter un autre si demain il n'y a plus de Green Star, je ne peux pas faire autrement, j'aurai toujours de l'APC. C'est ça. Voilà, Alors que s'il n'y a plus de Moonlight, tu vas pas le remplacer. c'est ça. Donc c'est plus Et pour ce encore, côté-là. moi je dis, il y en a un qui peut. Parce que moi, comme réponse, j'avais eu deux réponses. Ouais, C'est soit la Fuso. Voilà. Alors je sais, hein, c'est un produit de merde, mais ce produit, c'est un truc de ouf, quoi. Je veux dire, quand tu sais l'appliquer, c'est hyper facile à appliquer. Il te remplit les micro-rayures et en plus, vraiment, s'il est bien entretenu, il dure bien 8 mois, quoi. Donc pour une cire chinoise achetée 20 balles où tu fais 100 véhicules avec un pot pour 20 € et qui dure, enfin qui s'applique si facilement que ça, je trouve que c'est irremplaçable. Il n'y a pas un autre produit sur le C'est marché clair. qui arrive à faire la même chose. Bah, moi, c'est ce que je pose sur les gens quand les gens ils veulent une petite protection, mais sans passer par une céramique. C'est ce que je propose, simplement une fuseau sur les gens. C'est encore, je pense, qui est pour le meilleur rapport qualité-prix avec quelque chose qui tient la route Bah ouais. sur de la jambe. Quoi. La Autobahn, elle est pas mal aussi, mais bon, On n'est pas sur les mêmes tarifs. On n'est pas sur les mêmes tarifs, ouais, c'est clair. Bah, C'est ça. dis-moi, moi, la Fuso, j'en ai acheté 2 pots de l'ancienne parce que déjà, elle n'existe plus. Et donc, c'est la nouvelle. Et puis, ouais, moi, je l'aime, cette cire. Je l'utilise pas dans le detailing, par contre. Je l'utilise, moi, dans la prépa. Mais pour moi, c'est un produit qui est pas remplaçable. Ouais, bah voilà, la même chose, tu vois, comme je te disais, moi sur de la jambe pour un gars qui veut pas une céramique, donc on est voilà, pas vraiment quoi, sur du detailing, sur une presta valeting, un petit lustrage, voilà quoi, quelque chose de simple. On est d'accord. Donne-moi l'étape que tu détestes le plus ou que tu aimes le moins dans le detailing. L'étape que j'aime le moins. Ouais. L'étape la plus chiante que quand tu le fais, tu fais bon vite que j'ai terminé parce que ça me gonfle. C'est quand il faut dépoussiérer à la fin de correction, avant de poser la céramique. L'étape où tu démasques et tu dépoussières, tu prépares vraiment tout. Bon, parce que Ça, c'est celle que tu il y en a détestes. plein de nous qui vont pas comprendre de quoi je parle, hein, on est d'accord. Mais sinon, dans l'absolu, il y en a certains qui comprendront.
Bah après, il y a deux écoles et moi je fais les deux. Il y en a qui démasquent et qui relavent la bagnole. C'est ça, il y a ceux qui la lavent et il y a ceux qui Ouais. dépoussièrent simplement, qui nettoient. Après, ça dépend aussi de ta correction. Moi, quand je fais une correction à l'orbital avec des produits qui font très peu de poussière, oui, on peut dépoussiérer la bagnole derrière avec un plumeau et voilà, et à la main tranquillement. Puis si tu l'as masqué correctement, en plus, c'est sans souci. Si tu as masqué un peu le pare-brise, ce genre de choses. Maintenant, sur une correction à froid, rotative ou le pad, je pense que c'est un peu compliqué, quoi. Parce que. Ça dépend. Moi, j'aime pas, Ouais, j'aime pas du tout relaver après avoir corrigé. Enfin, il y a beaucoup trop de risques de. Ouais, il y a du risque. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Et quand Maintenant, tu vois le moi, temps passer, tu vois, temps tu consacres à chaque détail, il y a beaucoup trop de risques. Je préfère passer 3 heures à. Après, voilà, je sais que c'est un temps fou que je perds et c'est une étape que. C'est pour ça que c'est celle que j'aime le moins faire parce que finalement, Ouais. bon, le travail il est fait, t'as qu'une envie, c'est passer à la céramique, quoi. Et tu te fais Ouais. chier, mais voilà, je suis aussi le premier à gueuler quand le gars il te ramène une voiture qui a été passée en peinture ou qui est passée chez un carrossier et que déjà que tu vois qu'elle est passée en polish, quoi. Parce que le gars il a pas masqué les joints, que tu retrouves du polish à droite, à gauche, des poussières. Voilà, je suis le premier à criser dessus, donc c'est aussi quelque chose sur lequel je suis vachement vigilant. Donc ça me prend énormément de temps, le compartiment moteur. Maintenant, j'essaye aussi de masquer correctement en amont pour avoir le minimum de taf à cette étape-là. J'ai le souffleur aussi qui m'aide pas mal, le Big Boy. Donc c'est vrai que première étape, ce que je fais, c'est que je fais déjà le tour de toutes les parties, on va dire, non carrosserie, avec le souffleur et un pinceau. Dur ou souple, en fonction de là où je passe, je change entre les deux, pour enlever déjà la plus grosse partie de la poussière. Et après, Ouais, dans les joints et tout. voilà, exactement. Après, j'ouvre tous les ouvrants, voilà, toutes ces parties-là. Et après, c'est un coup d'IPA un peu partout. Voilà, dans tous les détails, faire attention, un coup de souffleur. S'il faut y aller au cure-dent pour enlever la petite poussière ou quoi, on le fait. Mais voilà, on va avoir une base clean pour poser la céramique et être serein, quoi. Ta première voiture en detailing, tu te souviens? Ouais, Ou tu te souviens pas? ouais. C'était quoi? Parle-nous-en un peu. Première voiture, on va dire la première que j'ai faite, vraiment sur une Presta un peu poussée. Alors on n'était pas vraiment sur du detailing, c'était un beau valeting. Il n'y a pas eu de correction de vernis, c'était un beau lustrage. Voilà, avec protection d'une DGPS, je crois. Avec un. Ouais, j'avais Un posé deep, une un nouvelle Wolfgang. une bonne Wolfgang, un Deep Gloss Paint Cylinder. Exactement, qui reste une Des familles. D'ailleurs, pour moi, il fait partie aussi des produits irremplaçables. Voilà, une belle, ce que j'allais dire, une belle, comment dire, un beau must-have aussi dans les protections synthétiques, quoi, polymères. Donc, ouais, j'avais posé ça et c'était une Camaro 45e anniversaire. Ah, je m'en rappelle. Ouais, Elle était belle. j'avais pas encore le pont, je l'avais posé sur les chandelles, c'était waouh, c'était un bordel. Ouais, je m'en rappelle. Et Je m'en voiture rappelle. que j'ai refaite justement un an après. Le gars est revenu pour justement passer à l'étape d'au-dessus et il avait été voilà, convaincu du résultat du lustrage qu'on avait fait et du paleting que je lui avais vendu. C'est vrai que le véhicule était très marqué, il nécessitait un polissage et l'année d'après il nous l'a ramené quasiment un an pile poil après pour faire un polissage et pose de Midnight. Ok. Et t'avais passé combien de temps la première fois sur la voiture? Ouais, la première Rappelle. fois c'était 2 jours, hein. Moi c'est à peu Ouais. près le temps que je facture sur un valeting, sur une Presta lustrage valeting. Et C'est une journée de boulot et une journée sur l'intérieur, donc 2 jours en tout. Un valeting intérieur, un valeting extérieur. est-ce que tu te rappelles combien t'as facturé et est-ce que tu auras envie de le dire pour un peu aider ceux qui. Bah, de toute façon c'est sur ma grille, tarifaire, hein, si tu veux. Moi j'ai 3 formules et Ouais. après on est sur devis. Mais on va dire que la formule lustrage c'est la plus haute de mes formules. En termes de intérieur comme d'extérieur, j'ai 3 formules pour l'intérieur. Une basique toute simple à 50 balles. Donc j'ai une basique intérieure à 50 balles, une basique extérieure à 50 balles. C'est une formule qui me prend en gros 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, et assez simple. J'ai une formule premium à 100 balles qui prend, allez, on va dire 3 heures, qui est un peu plus poussée, sur laquelle en plus, on va dire pour l'intérieur, je vais faire les ouvrants de porte, je vais faire les grilles de ventilo, le pédalier et passer un peu plus de temps sur l'aspi, tu vois, pour être un peu plus méticuleux. Et sur l'extérieur, je vais rajouter quoi? Le nettoyage et la décompte à des jantes, les détails au pinceau, tu vois, la pose d'un dressing sur les pneus et un petit traitement hydrophobe des vitrages, mais un truc simple, genre Rainix
truc basique quoi. Ouais. Et après j'ai la formule valeting. Et le valeting pour moi là, voilà, c'est ma dernière formule, je suis à 250 balles. Donc là c'est un peu plus parce qu'à chaque fois les prix que je te donne c'est pour tu vois, véhicule Une type petite voiture. voilà, citadine. Ouais, style un Boxster. Exactement, petite citadine. Et ma formule valeting, je suis à 250. Donc là, en l'occurrence, pour une Camaro, j'étais à 300. Donc on a facturé 300 pour l'intérieur. Donc valeting intérieur, c'est nettoyage complet de l'intérieur, hein, shampoing des moquettes, nettoyage et traitement des cuirs, tous les détails au pinceau, les miroirs de courtoisie, les ouvrants de porte, les ouvrants de coffre. Voilà, tout ce qui bouge quoi. Et valeting extérieur, donc c'est nettoyage, décontamination chimique, décontamination mécanique, un petit lustrage, pose d'une protection, voilà pareil, nettoyage et déconta des jantes avec dressing des pneus, truc propre et sur lequel on prend 300 balles, donc 600 balles de presta et puis 2 jours, t'étais à, de t'étais à travail. 300 € ta journée, donc t'étais déjà pas mal. Tarif normal, moi normalement je suis entre 250 et 300 balles la journée de travail selon qu'on travaille à l'heure ou au forfait. Forcément comme tout le monde, quand tu es au forfait, que tu gardes la voiture 7 jours, tu peux pas facturer à l'heure quoi. Non, c'est clair. Donc voilà, clair. normalement on est sur du entre 250 et 300 € la journée. Ok. On va finir sur meilleure et pire expérience. Donc là, tu cherches dans ta jeune carrière de detailer, quelle était ta pire expérience et quelle était ta meilleure expérience Enfin, ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être lié au travail, bien entendu, lié à la boîte. Ça peut être une bagnole, ça peut être une situation avec un client, ça peut être ce que tu as envie. Après, il y a peut-être des trucs que tu n'as pas envie de dire, il y a peut-être des... Voilà. Ah oui, donc, non. Vas-y. On commence toujours par le pire, bien entendu. Le pire, le pire. Attends. Il y en a eu après, bon, il y a les gros chantiers de merde où tu t'attends pas et tu passes un temps fou, c'est un gros bordel, mais bon, après, est-ce que c'est le pire? Pas vraiment, quoi. Ça peut être ça peut être un client qui t'a fait un truc, voilà, où il t'est arrivé une merde, vraiment une merde. Ah non, le pire, c'est... t'a coûté cher, ou je sais pas. Le pire, c'est l'expérience quand on a eu la connerie de faire confiance à un confrère à nous, avec lequel on était assez proche. Voilà, qu'on considérait comme un ami pour notre commande de dalle et qui nous l'a mis comme ça, en partant du jour au lendemain, te menaçant sans vraiment trop de raison et tout ça pour une histoire à 600 ou 700 balles, tu vois. Donc pire expérience, c'est un deal qui a mal tourné. C'est ça, mais avec un confrère, c'est d'autant plus dommage quoi. Ouais, bien sûr, c'est clair. Plus ça, bon après tu commandes à une boîte, ils te la mettent ou quoi, parce que je sais que c'est qui, c'est quelle boîte de dalle là qui a fermé. Ouais. Ah, c'est EasyFloor. EasyFloor, voilà. Et après, là, il y a quelqu'un qui a repris. D'accord, mais je sais qu'il y en a 2-3 voilà, qui ont eu des soucis forcément sur leur livraison de dalle, qui se sont fait baiser. Et... j'ai eu de la chance, moi j'ai eu les derniers stocks d'EasyFloor. Et du coup, je les ai vraiment pas. Après, je savais aussi à qui m'adresser pour être sûr de les recevoir, mais ouais, ok. Donc c'est jamais agréable, mais bon voilà. Après, ah non, c'est là, clair. c'était plus le contexte, mais t'inquiète. Donc perte d'argent. Ouais, perte d'argent, perte d'énergie, voilà, plein de choses quoi. Ouais, ok. Et pas de représailles. Le temps fait son œuvre, t'inquiète, je me fais pas de soucis. Cette personne-là, t'inquiète, j'en rigole déjà aujourd'hui. Ouais, bah oui, le temps fait son œuvre, comme tu dis. J'ai déjà eu quelques échos de quelques trucs qui se sont passés dernièrement, et puis tu te dis, c'est bien. Je précise à ceux qui nous regardent que je ne sais absolument pas de quoi, de qui on s'en parle. Ça vaut pas le coup de faire ça, on s'en fout, mais on s'en fout. Et puis du coup, on va finir sur ta meilleure expérience dans le detailing. Qu'est-ce qui vraiment t'as kiffé ta life, que ce soit n'importe quoi, hein, comme je dis, une bagnole, la meilleure, ou autre chose. Ouais, si, il y en a une qui... il y en a deux. Si en termes de bagnole, il y en a vraiment deux qui se démarquent de par la bagnole. Un, c'est plus par la bagnole, l'autre, c'est la bagnole et le chantier. Et après, en expérience, il y en a une vraiment, c'est... Même un client, une rencontre, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi, hein, bien entendu. Ouais, après, franchement, il y a beaucoup de clients avec lesquels j'ai fini par sympathiser. Je pourrais pas dire, ouais, un tel ou un tel, parce que
Ouais, je pense pareil, je suis un peu comme toi, tu vois, on a une bonne communication, ça passe bien, on aime bien voilà, discuter avec les gens, on a pas mal de sujets de discussion aussi différents qu'on peut aborder, puis on aime bien débattre. Je sais que toi comme moi, on aime beaucoup débattre. Ouais, ça dépend des gens, hein. Moi, il y a Ouais. des clients, quand ils commencent à trop me casser la tête, On est d'accord. je dis ouais, ouais, c'est bon. Il y a certaines personnes avec qui ça vaut moins le coup de débattre que d'autres, mais Ah ouais, c'est dans clair. l'absolu, voilà. Donc non, j'ai la chance d'avoir une clientèle voilà, qui est super sympa et la plupart sont, même si c'est pas des amis proches, voilà, on a un certain lien assez amical qui s'est créé, quoi. Après, vraiment dans les moments forts, non, si tu veux, il y a vraiment une semaine que j'ai beaucoup apprécié dans ma carrière, c'est quand je suis allé chez Aurel. On avait voilà, partagé un projet ensemble, un projet à lui, hein, sur lequel Ouais. je suis allé l'aider et perfectionner aussi sur les techniques de polissage qui faisaient partie voilà, des choses que je voulais faire pour me former et pouvoir offrir une qualité de travail optimale. Et donc c'est sûr que c'est voilà, des bons moments que j'ai passés, que j'apprécie encore et que j'oublierai jamais. Et après non, c'est vraiment mon garage et dans mes trucs, c'est ouais, la R5 Turbo 2 que j'ai toujours en photo de couverture. Je pense que voilà, il y en a beaucoup qui s'en souviennent aussi, de par déjà la bagnole que c'est, parce que même si c'est pas une Lambo, c'est pas une Féfé, une Turbo 2 pour beaucoup de gens, on a tous aussi dans ce milieu-là, on gravite entre 30 et 45 ans pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est une voiture qui nous parle On est d'accord. et qui a une certaine sympathie, surtout étant français, quoi. Et puis le taf qui avait été fait dessus, parce que ouais, c'était un gros chantier sur lequel on avait plus ou moins carte blanche, il y a eu du poly illustré, il y a eu voilà, différentes choses assez sympas de fait et le résultat en valait la peine. Et c'est vrai que c'est le genre de véhicule sur lequel, je sais plus qui en parlait dans un groupe ou avait fait une vidéo, c'était un de nos confrères, mais je saurais plus te dire lequel, qui disait c'est quand même appréciable, je sais pas, je pense que toi c'est pareil, c'est à la fin de la prestation, quand tu as fini cette voiture, que tu as posé ta céramique ou ta protection, quelle qu'elle soit, que tu sais que voilà, la prochaine étape, ça va juste être de la livrer. Tu as toujours ce moment où tu te poses un peu, 10 minutes, un quart d'heure, quand tu sais que la voiture elle est finie, que tu n'as plus qu'à la livrer, où tu te poses et tu apprécies ces 10-15 minutes que tu passes avec la voiture à apprécier enfin en fait, tu vois, la caisse sur laquelle Ouais. tu as bossé, le travail que tu as pu fournir et le résultat que tu es allé offrir. Et je pense qu'on a tous un peu ce moment où il est à nous et C'est ça, ouais. Ouais. c'est cool, quoi. Tu sais que... Le moment où elle sort au soleil, parce que souvent on ne sait pas, mais on a. Alors Sylvain le fait beaucoup, hein, les sortir au soleil, mais nous Pareil. on le fait très peu. Moi je le fais pas à perso. Moi je le fais en vérif, après ça dépend du temps, c'est clair qu'en étant dans le Grand Est, il y a pas mal de fois où tu es obligé de faire l'impasse, tu vas pas t'amuser à la sortir sous la flotte, tu vois, alors que... C'est ça. Non, puis aujourd'hui on a des scan grip qui font 5000 lumens. Je veux dire, le soleil montre moins de défauts qu'une scan grip. Aujourd'hui, voilà. Avant on avait des spots 50 watts en LED, c'était un peu la galère, fallait quand même vérifier au soleil. Mais du coup, moi je prends mon kiff quand le client il part avec la bagnole et que je la sors au soleil, quoi. Bah, Quand c'est il y a ça, ouais. quand il y a du soleil, bien entendu. Ou quand il la découvre, ce moment de la livraison, quand il la découvre. Aussi, ouais. Et c'est vrai que la Turbo 2, ouais, c'est une voiture que je pense que j'oublierai jamais parce que, bah ouais, ta première Turbo 2, le taf. Et je me souviens que même quand il m'a appelé, le gars, c'est un client qu'on connaissait, je savais pas qu'il avait cette bagnole quand il m'a appelé pour prendre rendez-vous. J'ai raccroché, ma femme, elle était encore là, tu vois, et j'étais comme un gosse, je lui ai mis la fièvre toute la soirée. Je dis, non mais chérie, on rentre une Turbo 2, tu te rends pas compte, il y a du poly illustré, on est sur du stage 3, il y a ci, il y a ça, c'est. Voilà, Ça fait quoi d'avoir quasiment carte blanche? J'ai jamais eu de client qui m'a dit ta carte blanche. Bah c'est cool parce que c'est une reconnaissance. Après, comme dit, c'est un client, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me ramène ce genre de voiture. Il était venu pour quelque chose de tout à fait lambda et, Ouais. un peu par hasard parce qu'il avait appelé un concurrent un peu dans le coin, bon, qui n'est pas vraiment un concurrent, qui est plus sur de la prépa, mais qui n'avait pas répondu ou qui lui avait mal parlé, je crois. Du coup, il me dit, ouais, je suis venu chez vous, c'était un peu plus loin, mais voilà. Il avait vachement apprécié le suivi, etc. parce que c'est un véhicule qu'il voulait mettre en vente. Je lui avais pris un truc photo que j'avais pris le soin de lui envoyer par mail. Il avait apprécié le suivi, comment c'était investi, puis du coup il m'avait rappelé genre 3 semaines après en me disant ouais bah voilà en fait j'ai une Turbo 2 qui sort de peinture, j'ai un projet restauration, la peinture elle a été un peu chiée, il y a pas mal de poussière, de choses comme ça, j'aimerais quelque chose de vraiment état concours, tu te sens de le faire ou pas, quoi. Bah ouais. De ouf, ça devait être. Moi je te fais confiance, j'ai vu ça, j'ai pris le temps de regarder ta page, voir un peu ce que tu fais,
voilà, on parlait un peu de budget et ok, bah voilà, je pense que tu sais mieux que moi ce qu'il y a à faire, donc vas-y. Donc j'ai fait comme si c'était la mienne en fait, si tu veux. Je me suis pas trop posé de questions, j'ai fait comme si c'était la mienne quoi. Et quand c'est comme ça, tu rentres la bagnole et ensuite tu fais ce qu'il y a à faire, ensuite tu budgétises et tu factures, ou tu budgétises un petit peu, tu lui fais un devis? Alors je lui ai déjà par téléphone, il était déjà carré pour savoir ce qu'il avait déjà envie de faire et ce qu'il y avait à faire, hein. Il a été assez clair là-dessus. Comme dit, la voiture sortait de peinture, la peinture avait été faite 3 semaines avant. Donc il avait déjà mis une certaine somme déjà. Voilà, l'intérieur sortait de restauration complète. Toute la sellerie avait été refaite par un sellier. Donc c'était un bon nettoyage et puis tu vois, il n'y avait pas vraiment, ouais, voilà, il y avait pas grand chose à faire, c'était vraiment l'extérieur. C'était voilà, répertorier le nombre de petites poussières, le polylustré, s'il voulait voilà, juste supprimer les poussières, ou si on partait sur un effet miroir, supprimer la peau d'orange, etc. Si on se concentrait sur tous les éléments, les 2-3 petites retouches qu'il fallait faire, si on faisait les jantes, si on faisait les roues, les arches, les plastiques, démontage, pas démontage. Donc je lui ai déjà donné une première fourchette, qu'on sache à peu près sur quel pied danser et à quoi s'attendre l'un et l'autre. Et après il est venu avec la voiture et voilà, on a finalisé devant la voiture sur ce qui allait être fait. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est un il y a une dernière question qui me... faut que tu répondes simplement, hein, qui me vient à l'esprit, parce que déjà, on a déjà parlé d'argent là dans la vidéo, et en plus, tu sais que j'aime parler d'argent, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Je trouve que c'est important. J'aimerais que les détailers aujourd'hui osent prendre plus cher. Et que les clients s'habituent à ça, parce que c'est un métier dur. Mais je suis assez partisan de ça comme toi, et tu sais que c'est un des nombreux points sur lesquels on se regroupe, et comme je te disais dès le début, c'est le truc sur lequel j'ai monté ma boîte. Ça a été un peu plus chaud au début parce que justement ça aurait été plus simple de taper tous les gens du coin pour des nettoyages à 50 balles, j'aurais beaucoup plus de clients. Étant dans un coin rural, mais j'ai préféré voilà, en chier et m'inscrire dans je fais de la belle voiture, c'est un certain coût, mais les gens, comme dit, viennent pas chez moi, ils savent que voilà, le prix aussi est justifié quoi. Du coup, cette question c'est en 3 ans, tout confondu bien entendu, on parle pas forcément de detailing parce que tu fais du covering aussi, mais je sais que des fois tu allies les deux et ça peut faire des beaux budgets. Quelle a été la prestation la plus chère que tu as vendue? La plus chère. Ben après, ça va pas être ouf non plus parce que je fais pas de PPF, ce qui commence à faire des beaux trucs. Je fais pas de polylustré complet non plus. On va être sur un 4000, 4005, quelque chose comme ça quoi. Ouais, on est déjà bien sur une prestation, enfin comme tu dis, sans PPF, sans poly et tout, on est déjà pas mal. Hein. On est sur pas loin d'une rénovation, plus ou moins quoi. C'est detailing, rénovation, c'est un peu lié à ce stade-là quoi. Et c'était une prestation comment, si tu t'en souviens, si tu arrives à mettre c'était plutôt une prestation où tu as fait un peu de covering, ou plutôt une prestation où tu es allé avec des partenaires peintres pour refaire un pare-choc par-ci par-là, refaire des jantes, non, c'est sans covering. C'est sans covering, c'est sur un projet mais complet avec un point de départ assez abîmé quoi. Assez critique ouais. Ouais, avec dans le detailing mais vraiment poussé avec beaucoup de boulot intérieur, des chromes, des restaurations de chromes, de choses comme ça. Un peu de polylustré sur quelques éléments aussi. Alors pas forcément toute la voiture, mais au moins 2-3 éléments à passer en polylustré. Ouais, qui était dégueulasse en peinture et qu'il fallait un peu lisser pour que ça colle au reste. De la jante, avec forcément passage de roue, jante, soubassement, céramique, même en tricouche, possible. Ok. Voilà. Top. Ça fait finalement, tu vois, moi je fais du PPF aussi. Enfin, je fais du PPF et finalement, en termes de prestations, j'ai rarement fait plus de 5000, 5005 quoi. Donc, tu vois, on n'est pas loin. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, pour un complet, c'est le prix d'un PPF. 5 c'est déjà bien quoi. Et tu as plus de facilité à le faire ça sur un PPF ou même sur un covering que sur un polissage. Ou alors, il faut qu'il y ait autre chose que le polissage, que ça soit très poussé quoi. Bah alors moi je fais beaucoup
d'ailleurs, j'ai beaucoup de prestations à 3000, entre 3000 et 4000. Parce que finalement, moi, ce que je propose beaucoup, c'est réfaction des jantes avec des partenaires. Et puis peinture hein, également. Là, cette semaine, j'ai un Z4. Et le Z4, bah, il est déjà passé en peinture il y a un mois. Et là, les quatre jantes vont partir en peinture cette semaine pendant que je m'occupe de la voiture, quoi. Et du coup, on est sur de l'intérieur et tout, donc ça chiffre vite, ça monte vite à 3005 pour finalement un petit coupé sport cabriolet, quoi. Bah oui. Donc ouais. Après, si t'as les bons partenaires, c'est comme tout. Là, c'est par contre le côté, tu vois, un peu plus problématique de la campagne. C'est que je suis pas en ville et niveau partenaire, j'en ai pas beaucoup autour de moi. Et pareil, je suis assez exigeant sur leur qualité de travail. Et je trouve pas, j'ai pas un peintre avec qui je bosse parce que c'est un travail de carrossier lambda. C'est pas à chier, mais voilà, c'est pas la qualité que moi je pourrais proposer à un client. Si je devais lui dire je m'en charge, je passe par un prestataire, je n'assumerais pas ce genre de qualité de travail de peinture, tu vois. Ou alors si c'est pour m'envoyer un peu illustré sur chaque élément qui passe en peinture après pour rattraper les conneries, je vois pas l'intérêt non plus parce que je vais être obligé de facturer des prix indécents, donc il n'aura aucun intérêt de passer par moi pour le faire. Donc c'est vrai, des bosseurs sans peinture, je cherche aussi un partenaire avec lequel j'aimerais bien bosser parce que ça c'est une demande qu'on peut avoir assez régulièrement, mais j'en trouve pas. Dans mon coin, j'en trouve pas. J'ai du mal aussi, hein, je te rassure. Là, voilà. je pense à me former parce que j'ai du mal aussi. Donc j'aimerais bien, mais ouais, là c'est plus le manque de partenaires dans le coin. Ok, putain, bah c'était cool, c'est terminé, tu vois, déjà. Enfin, déjà, ça a quand même duré un petit moment. Ouais, on est peut-être sur pas loin d'une heure et demie, je pense. Ouais, je pense aussi. Écoute, merci à toi. Je t'en prie. Voilà. Les amis, vous vous souvenez de moi? C'était moi tout à l'heure au début de la vidéo qui vous racontait des bêtises à propos de cette vidéo. Écoutez, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo, que vous l'avez suivie vraiment de A à Z et avec toute votre attention. Voilà, c'est un format que je voulais faire depuis longtemps et j'espère qu'il va vous plaire. Donc si ça vous plaît, lâchez un gros like. De toute façon, la vidéo, je vais la partager sur les groupes de detailing parce que je trouve ça important voilà, un échange entre détailers. C'est toujours sympa. Donc voilà, lâchez un gros like, lâchez un commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, du coup, au prochain detailer qui sera interviewé. Qui ce sera? Vous savez quoi? On va faire un jeu. Mettez en commentaire le nom du detailer ou voilà, de la personne que vous avez envie d'entendre l'interview pour la prochaine vidéo. Et puis, on verra si vous avez gagné ou pas. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Et ciao!